Donc, deuxième Filiconi pour aujourd'hui, Filiconi 28, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans le désordre, mais en tout cas, Filiconi 28 sur une œuvre qui est datée de 1506, qui est une œuvre qui a versé énormément d'encre, qui est une œuvre extrêmement étrange, qui est cette œuvre-ci, qui est conservée à l'Accademia à Venise, et qui est La Tempête de Giorgione. Qui donc date approximativement entre 1505 et 1506. Giorgione est né en 1477 et il meurt en 1510 de la peste à Venise. Son nom de naissance est Giorgio Barbarelli ou Zorzi da Castelfranco et son nom de peintre est Giorgione. Alors, il y a un nombre incalculable de problèmes avec cette image. C'est un petit format, c'est un format 83 par 73, c'est une huile sur toile et qui est depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis le XVIe siècle, intitulé La Tempête. Parce qu'effectivement, on voit une tempête et, chose aussi, on voit soi-disant la première représentation qui ait jamais existé d'un éclair dans une image. Bon, ça c'est une première chose, c'est a priori ce qu'on voit, c'est a priori les choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de vous en faire une rapide archéologie pour essayer de vous expliquer la provenance de cette peinture et de vous expliquer pourquoi cette peinture est si complexe à interpréter. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que le peintre lui-même est problématique. Giorgione, il nous reste aujourd'hui attesté que 24 peintures, parce que Giorgione avait l'habitude de ne jamais signer. Donc c'est très compliqué, on a quelques peintures, etc. Et je vous ferai un jour un autre Filiconi sur une autre œuvre qui date juste avant sa mort, un peu avant 1510, qui s'appelle Les Philosophes, qui là aussi est une œuvre très compliquée. Mais je vais m'en servir tout à l'heure, parce que ça va me servir pour vous proposer une interprétation de cet objet. La deuxième chose, c'est que, qui est extrêmement important, on connaît très peu de choses de la vie de Giorgione. Ce qu'on sait, c'est que on sait deux choses importantes. C'est que Giorgione a été extrêmement prisé de son vivant. C'est-à-dire que Giorgione a été acheté par les collectionneurs de son vivant. C'est-à-dire qu'il fait partie de ce qu'on appelle le premier marché. C'est-à-dire le moment au tout début du XVIe siècle où il y a des gens, et particulièrement à Venise et à Florence, des gens qui ont de l'argent et des gens qui vont commencer à acheter des œuvres. Giorgione fait partie de ça, c'est-à-dire que quasiment toutes les œuvres de Giorgione sont des commandes, et beaucoup des commandes qui ne vont pas dans des institutions, des églises, mais des commandes qui vont dans des palais. Enfin, dans des palais ou dans des lieux privés, mais effectivement, on n'a qu'à dire qui vont dans les palazzi. Cette œuvre n'y échappe pas, cette œuvre a été une commande, et cette œuvre rentre dans ça. La deuxième chose qu'il faut comprendre et qu'on sait de Giorgione, c'est que Giorgione a eu une vie visiblement relativement très mondaine, et que Giorgione faisait partie de cercles riches et très cultivés de la Venise du tout début du XVIe siècle. À partir de ce moment-là, il faut comprendre que les commandes qui ont été faites à Giorgione sont des commandes qui incluent forcément des dispositifs symboliques. Parce qu'il y a dû avoir une relation entre l'auteur et le commanditaire sur des contenus qui ont été mis à l'intérieur de l'image. Et donc, mon hypothèse est de considérer que toutes les œuvres de Giorgione sont des œuvres extrêmement complexes, c'est-à-dire que c'est des feuilletages et des feuilletages qu'il va falloir décortiquer. Alors c'est ça que je vais essayer de vous montrer, comment ça se décortique et comment on va essayer d'enlever les petites couches pour arriver à comprendre ce qui se passe. Et mon hypothèse centrale, c'est de me dire qu'à quelques années près, à 3 années près, cette œuvre est très proche de ce qu'on appelle Les Philosophes, qui est une autre œuvre dont on parlera une autre fois. Et donc, mon hypothèse, et ce que je vais essayer de déplier avec vous, mon hypothèse est de considérer que derrière l'apparence de cette peinture et de cette image, qui est donc la représentation d'une tempête avec deux personnages, un jeune homme habillé et une jeune femme nue qui allait, en fait, cette œuvre est une démonstration des théories pythagoriciennes. Donc c'est ça que je vais essayer de vous montrer. Ça va me prendre quelques minutes, mais je vais essayer de vous montrer comment ça se fabrique et la manière avec laquelle on va pouvoir lire l'intérieur du tableau. Donc, description du tableau, c'est très simple. Vous avez donc un jeune homme plutôt très bien habillé, voilà, en costume traditionnel de l'époque, c'est-à-dire bouffant un pantalon à crever et une saie. On est encore sur ce qu'on appelle costume bipartite, c'est-à-dire que vous avez une jambe des couleurs différentes. Donc on est encore évidemment sur un Moyen-Âge tardif, fin de Moyen-Âge, début de Renaissance. Vous avez de l'autre côté une jeune femme qui allait, nue dans un paysage. Et vous avez dans le paysage, vous avez une rivière, quelques arbres, quelques ruines, une cité avec une maison et un abri de terrasse sur la maison sur lequel il y a une grue
qui est la toute petite chose qui est là, etc., dont on parlera tout à l'heure. Et puis en arrière-plan, donc, une tempête. Et donc, cette question, c'est qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais avec tout ça et qu'est-ce que je peux en faire? Alors, première chose que je voudrais vous montrer, c'est que, vous le savez, je m'amuse toujours beaucoup à faire ce genre de choses, c'est que moi, je m'intéresse toujours à comprendre la structure des peintures. Et si je regarde la structure des peintures, je me suis aperçu d'une chose, le point rouge représente évidemment le centre, et je me suis amusé à tirer des lignes à partir des objets. Or, que ce soit dans les structures verticales ou les structures horizontales, il n'y a pas une seule ligne droite dans toute la peinture de Giorgio Arne. Alors, comme ça, ça ne semble pas, mais quand on trace, en fait, on n'obtient aucune ligne droite et on obtient effectivement cette sorte de chaos qui en fait produit une sorte de tremblement. C'est comme si l'image avait été assaillie ou par un vent ou par une tempête qui en fait trembler absolument chacune de ces lignes. Et ce qui lui donne une sorte d'image en acte ou d'image active, une sorte de captation comme ça sur l'absolument l'instantané qui fait de cette peinture quelque chose qui est voilà, une sorte de tremblement et qui est assez marquant. Hein. Vous regardez les lignes, il n'y a vraiment absolument pas de ligne droite dans ce tableau et qui en fait une œuvre assez étrange pour ça. Et si je reviens à la peinture sans rien, une fois que vous avez vu les lignes, vous commencez à mesurer à quel point cette image, en fait, cette image tremble à l'intérieur. Qui est produite probablement par cette idée. Voilà, le tableau pourrait être, en fait, ce que j'appelle effectivement une sorte de paysage, au sens littéral de paysage animé. Il n'est pas seulement animé parce qu'il y a des personnages, il est animé parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'à l'intérieur, il est dans une sorte de vibration. Ça, c'est la première chose. Cette première chose étonnante, qui est que voilà, il y a quelque chose qui tremble dans ce tableau. Maintenant, on va essayer de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus complexe. On va essayer de rentrer dans les couches symboliques du tableau. Donc, il y a les 5 premières hypothèses ne sont pas de moi. La dernière, c'est ce que je vous propose aujourd'hui comme proposition d'interprétation. Première interprétation qui a été donnée dans l'histoire de l'art, ce tableau est une représentation symbolique des 4 éléments. Alors, vous allez me dire, certes, c'est OK, c'est fait, mais c'est pas bien. Voilà, une fois qu'on a fait ça, voilà, c'est pas nouveau. Deuxième interprétation qui a été donnée au XIXe siècle, il a été dit que cette peinture était une représentation symbolique de la charité et de la force. La charité, généralement toujours représentée par une femme enceinte, une femme allaitante, pardon, et donc ça pourrait être la représentation de la charité. Bon, pareil, pas non plus, ça n'en fait pas non plus pour autant une peinture démentielle. Troisième hypothèse qui a été levée, c'est que cette peinture représenterait une version particulière d'Adam et Ève. On serait dans un moment où, effectivement, pour Adam et Ève, il y aurait l'expérience de cette, après, à la sortie de l'Éden, l'expérience d'une première tempête ou d'un premier moment. Bon, ils n'ont pas l'air d'être très inquiétés, donc c'est peut-être pas obligatoirement ça. Autre hypothèse qui a été donnée dans les années 70, qui est une hypothèse que moi je trouve assez intéressante, qui est une hypothèse que ce tableau pourrait représenter les amours de Jason et Déméter. Bon, alors c'est du récit mythologique. Donc Jason est le personnage masculin, évidemment, Déméter est la figure féminine, et que le Jason est la figure de la fertilité, donc ce serait un des motifs du tableau, et que le Jason et Déméter se sont aimés absolument d'amour, et Jason et Déméter ont eu un enfant, et cet enfant s'appelle Ploutos. Ploutos, en grec, c'est la richesse. Donc il est fort possible que le commanditaire ait demandé dans le truc à ce que cette peinture soit une peinture qui puisse porter chance et qui contienne en elle les deux représentations symboliques de la fertilité et de la richesse. Ça commencerait à devenir un peu plus intéressant et c'est absolument pas impossible que cette peinture représente le couple mythologique Jason et Déméter. Cinquième hypothèse, à laquelle moi je suis assez d'accord, hein, je pense que ça pourrait tout à fait être ça, qui est encore plus cryptée que celle que je viens de vous donner, c'est que 6 ans avant la réalisation de ce tableau, il y a eu la publication à Venise, donc vraiment là où Giorgione est. Il y a eu la publication à Venise d'un ouvrage qui a été révolutionnaire, qui est un ouvrage qui a été publié par un personnage qui s'appelle Jean Colonna, d'où le fait qu'il y ait 2 colonnes, évidemment, au milieu du truc, qui serait la signature symbolique de l'auteur de l'ouvrage.
Et cet ouvrage porte un titre très complexe. Cet ouvrage s'appelle Hypnerotomachia polyphilie, ou autrement en français, Le songe de Polyphile en combat, qui est un livre absolument incroyable, qui est publié chez Manussus, qui est considéré comme le plus beau livre du monde pendant très longtemps. C'est un livre très complexe qui met en scène un jeune homme qui s'appelle Polyphile. Et Polyphile s'endort et rentre dans un monde où il va petit à petit voir la configuration architecturale et architectonique d'un monde qui va se configurer chapitre après chapitre. Chaque paragraphe suit la construction architecturale du truc, etc. Et donc, on pourrait très bien voir le début du premier chapitre de l'Hypnerotomachia polyphilie de Jean Colonna. La chose serait signée, puisqu'il y a la colonne au centre qui indiquerait bien que la référence est à Jean Colonna, et que vous auriez Polyphile à gauche, et que vous auriez derrière le premier chant de l'Hypnerotomachia, qui est l'interprétation des ruines, et derrière, petit à petit, la structuration de la ville. Vous retrouvez dans l'Hypnerotomachia, notamment la question du dôme, et vous avez toute la construction de la ville, etc. etc. Donc ça, c'est une hypothèse possible. Aucun moyen de la vérifier, bien sûr, mais c'est une des possibilités de comprendre. On peut aussi estimer que les 4 thèses que je viens de vous donner, ces 4 thèses, en fait, s'accumulent les unes sur les autres et se combinent. Il y a possiblement pas mal de feuilletages qui peuvent se faire. Bien. Moi, je vais vous en proposer une 6e. Alors, ça fait longtemps que j'y travaille dessus, hein, mais ça fait longtemps, mais je commence à arriver à un certain nombre de choses. En fait, tout part de ça. Tout part de cette chose que j'ai commencé à faire à un moment où je me suis posé la question, entre autres à partir de la lecture de l'Hypnerotomachia polyphilie, puisque le polyphile dans ce roman ne cesse d'être intéressé à quelque chose qui est de comprendre la mesure du monde à partir de la mesure de l'être. Et donc je me suis dit, alors s'il y a ça, possiblement qu'il y a la possibilité d'y comprendre. Et à partir de ça, je me suis dit, quelles sont les mesures qui sont proposées dans ce truc. J'en propose 4 mesures. La mesure ici, qui est celle de la femme allaitante, la mesure du jeune homme, la mesure du bâton, la mesure de la nature. Ce qui me fait 4 mesures. Okay, qu'est-ce que me permettent ces 4 mesures? Ces 4 mesures me permettent d'imaginer que la structuration du tableau se fait de cette manière-là. C'est-à-dire, vous avez 4 surfaces qui se combinent plus ou moins et qui vont faire en sorte de marquer 4 espaces. Un espace de l'être, un espace de la technique, un espace du féminin et un espace de la tempête ou un espace du paysage qui vont essayer de fabriquer quelque chose autour de ça. Bon, ça c'est une première chose. Donc j'ai essayé de le faire de cette manière-là et de comprendre que ça pouvait fonctionner. Sauf que, en bidouillant mes petites affaires, je me suis rendu compte que les 4 mesures qui étaient à l'intérieur du tableau, ces 4 mesures en fait servaient à quelque chose. Il m'a fallu du temps pour le trouver. Mais j'ai trouvé qu'au fond, si je le travaillais bien, si je réfléchissais, ça colle absolument parfaitement et ça fabrique ceci. Ça fabrique ce qu'on appelle dans les théories pythagoriciennes une tétrarchis. Cette tétrarchis, tous les morceaux de la tétrarchis en fait sont fondés sur les 4 mesures que je viens de vous montrer. Tous. Il n'y en a pas un, c'est ça, toutes les mesures, ça fonctionne tout, j'ai tout refait dans tous les sens. Une tétrarchis. Alors pourquoi une tétrarchis? Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est fortement probable que Giorgione ait vécu ou ait entretenu des relations avec des grandes familles vénitiennes et qu'une des grandes modes à Venise au début du 7e siècle, c'était ce qu'on appelle le néo-pythagorisme. Okay, c'est-à-dire on va rechercher dans les théories pythagoriciennes une manière de comprendre le monde. Or, dans les théories pythagoriciennes, la base absolue de toute l'œuvre de la théorie pythagoricienne, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une tétrarchis. C'est-à-dire la tétrarchie, c'est ce truc qui se fait à partir de 1, 2, 3 et 4, ça fait 10 et ça fait une unité complète. Chez Pythagore, le monde est structuré autour de cette tétrarchis. Donc la tétrarchis, c'est 4 couches. Vous avez la couche numéro 1 qui est la monade, vous avez la couche numéro 2 qui est ce qu'on appelle la dyade, donc c'est le truc qui est au niveau du ciel et qui reprend les 2 espaces structurants de la pensée pythagoricienne, c'est-à-dire le peiros et l'apeiros, le limité et l'illimité. Vous avez ensuite la triade, qui est donc la structuration de l'harmonie chez Pythagore, et enfin la dernière, qui est le cosmos, qui est la base du truc. Ce qui veut dire qu'à partir de ça, en fait, on a une œuvre qui se déplie, pas à l'infini, mais qui se déplie sous un nombre incalculable de possibilités. C'est-à-dire qu'en fait,
C'est le principe d'un tétrarchis, hein. C'est-à-dire que, c'est ce qui est indiqué par toutes les lectures pythagoriciennes, une fois que vous avez posé la structuration d'un tétrarchis, ensuite vous suivez les points et vous fabriquez des lignes, et chaque ligne en fait vous ouvre à une lecture possible et une interprétation de l'objet. Alors, je vais le faire en partie avec vous, c'est-à-dire je vais mesurer comment on peut imaginer des choses. Donc, tout le tableau est fondé sur ça. On a évidemment tout en haut la monade. La monade, elle a deux possibilités. Soit c'est Dieu, soit c'est le regard. Après, c'est à vous de déterminer, mais la possibilité est double. Ensuite de ça, vous avez évidemment la ligne qui est ici, qui est la ligne de l'expérience de l'illimité, qui se fait de deux manières. L'illimité comme structure, vous le retrouvez chez Aristote, hein, la dimension météorologique, c'est-à-dire ce que vous mesurez du monde, est-ce que vous êtes en mesure de mesurer du monde, et de l'autre côté l'illimité, c'est-à-dire l'apparition de la crise, le moment où il y a une apeiras, c'est-à-dire quelque chose qui est hors de la limite de conceptualisation et qui produit un heurt à l'intérieur de la structuration possible du monde. Ça, c'est pas très compliqué. À ce niveau-là, c'est extrêmement simple. Vous avez trois niveaux qui est donc le passé, le présent, le futur, qui est d'une simplicité absolue, à laquelle vous rajoutez évidemment au centre la présence de l'eau, dont on parlera tout à l'heure. Et vous avez ensuite, au fond, sur la base qui représente le cosmos, vous avez quatre unités, qui sont les quatre unités qu'on retrouve très régulièrement dans les structurations pythagoriciennes. La reproduction, la fondation, la terre et le corps. Et vous avez effectivement ces quatre lignes qui se placent quasiment parfaitement à tout endroit du truc. Donc ça, ce serait voilà, comment ça se place et comment les éléments se placent. Après, on peut s'imaginer qu'à l'intérieur, on peut fabriquer des lignes, on peut fabriquer des représentations, on peut fabriquer des interprétations. Alors, je vous en propose quelques-unes, on ne va pas toutes les faire, hein, parce que c'est très long, mais je vous en propose quelques-unes parce que ça peut être un peu amusant. Je peux vous proposer comme première ligne, évidemment, 1, 3, 4, 9. Et là, vous avez l'eau... l'air, le feu, l'eau, la terre. Voilà, vous l'avez. Et ça, vous pouvez vous amuser, vous le faites dans les autres ordres, vous avez d'autres combinaisons, mais en tout cas, vous l'avez, la structure qui est ici. Si vous le faites dans l'autre sens, c'est-à-dire si vous faites 1, 2, 4, 8, par exemple, vous avez l'air, le vent, l'eau et la technique. Hop, vous le passez et les choses se font. Il suffit de déplacer en fait le mouvement, enfin déplacer la ligne pour que ça fasse. Et ensuite de ça, vous en avez un nombre de combinatoires qui est absolument infini. Alors si vous voulez, on en fait quelques-unes. Si on fait, qu'est-ce que je peux vous faire comme truc rigolo, 2 et 8 par exemple. Si on fait 2 et 8, donc d'ici à ici, 2 et 8, ce serait le lien de la conditionnalité entre le ciel, entre ce qui existe dans l'espace et la conditionnalité. Non, je me suis trompé, 8 c'est là, pardonnez-moi. 2 et 8, je suis en train de me dire, ça n'a pas de sens. 2 et 8, les rapports de conditions entre ce qui advient dans le monde et les rapports de conditions contrôlés par la dimension de la technique. Si vous prenez 2, 4, 9 par exemple, 2, 4, 9, 2, 4, 9, conditionnalité entre le ciel et la terre, et là vous obtenez la possibilité de la culture et l'entretien du monde comme culture. Si vous prenez 2, 6, 2, 6, c'est là, c'est cette ligne-là, 2, 6. 2, 6, la limite, l'expérience de la limite et du futur. Donc ce qu'on appelle la contrainte chez Pythagore. Puisque ici, c'est l'espace de la limite, et ici, c'est l'espace du futur. Si vous prenez 3, 5, en revanche, dans l'autre sens, vous obtenez la relation entre l'illimité et le passé, ce qu'on appelle l'angoisse, etc., etc. Et vous pouvez démultiplier les combinatoires. Alors, j'en ai fait une liste comme ça, infinie, donc un jour, je les publierai sans doute, mais vous avez un nombre, quasiment tout fonctionne, et vous avez des corrélations en fait entre chaque élément. Ce qui voudrait dire que ce que vous regardez comme un objet qui est un paysage à l'intérieur duquel se passent des choses, paysage énigmatique. Énigmatique pourquoi? Parce que les personnages qui animent ce paysage n'ont techniquement rien à faire là où ils sont dans le paysage, au moment où il se passe, et que ce paysage, derrière son apparente banalité, derrière cette apparente banalité se cacherait en fait une structure extraordinairement complexe, une sculpture symbolico-pythagoricienne qui ferait de cette image plate, d'où cette question du tremblement infini de l'image, qui ferait de cette image en fait un feuilletage infini. Chaque couche permet à chaque fois de rentrer dans une interprétation. Et ce qui veut dire que pour le contemporain de Giorgione, pour le possesseur de la peinture, ou pour celle et celui qui le regarde, il y a une possibilité, et qui est très très en vogue à cette période-là, il y a une possibilité évidemment de décomposer la lecture de la peinture.
La peinture se regarde comme une modalité symbolique et comme une modalité philosophique. C'est-à-dire que la lecture, c'est quelque chose qui se la peinture, c'est quelque chose qui se décompose. Et vous avez la possibilité, comme ça, d'obtenir petit à petit des niveaux possibles de lecture. Je vous en refais quelques-uns si vous voulez. Si on prend par exemple 5 et 3, dans ce sens-là évidemment, parce que ça marche dans les deux sens. Donc 5 et 3, c'est la connaissance de l'illimité. Si vous faites 5 et 9, dans ce sens-là par exemple, 5 et 9, par exemple, l'unité de mesure de 5 et 9, c'est l'unité de l'humanité, de l'humain, par exemple. Et donc, ça veut dire que ça aussi, il faut intégrer quelle mesure vous utilisez pour que ça puisse marcher. 5 et 9, c'est la relation de l'être à la Terre. Voilà, ça se fait dans ce sens-là. 6 et 2, par exemple, 6 c'est là, 2 c'est là. Non, c'est pas ça. Non, 6 et 2 c'est là, pardon. 6 et 2 c'est là. Là aussi, c'est l'unité de mesure de l'humanité. C'est l'hypothèse de la limite. C'est la possibilité de la connaissance de ce qu'est l'expérience de la limite. Etc., etc., etc. Si vous prenez 6 et 8, par exemple, 6 et 8, c'est la conditionnalité de la technique. C'est-à-dire en quoi la technique s'ouvre dans la possibilité du futur. C'est sa conditionnalité. Et en fait, vous pouvez le faire, ça ne s'arrête jamais, dans les deux sens, et en reprenant à chaque fois comme mode de lecture l'échelle qui vous permet de fabriquer votre ligne de lecture. Et les échelles, il y en a 4. Il y a soit l'échelle ici, soit celle-ci, soit l'échelle de la nature. Et en fonction de la position de cette échelle, vous démultipliez vos possibilités de lecture. Alors, qu'est-ce que ça fait de cet objet ? Ça fait ce qu'on appelle au XVIe et au XVIIe siècle, ça fait ce qu'on appelle une peinture amphibologique. C'est-à-dire amphibologique, qui a plusieurs possibilités de lecture. Ça n'est pas une peinture emblématique, absolument pas. Ça n'est pas vraiment une peinture symbolique, parce qu'il y a trop de couches de symbolisation dans cet objet. Ça en fait ce qu'on appelle une peinture amphibologique, c'est-à-dire que vous allez petit à petit décoller chacune des couches de la peinture, chacune des couches de la représentation, et vous allez lire les relations syntaxiques entre les éléments qui se constituent dans cette peinture. Mais là où la complexité est très forte dans la peinture de Giorgione, c'est que cette syntaxe, en fait, vous avez des opérateurs codifiés pour cette syntaxe. Les opérateurs codifiés sont le pythagorisme et évidemment les 4 échelles que Giorgione donne dans son œuvre. Voilà pour Giorgione.